Alors, bienvenue au deuxième épisode de Discussion entre coachs. Aujourd'hui, on reçoit Danick Soro. Danick qui est présentement l'entraîneur de première division au Collège Génial Groux, bien sûr en volleyball. Danick a parcouru un peu tous les programmes à Montréal quand il a commencé. Moi, je connais Danick depuis 2015. En fait, on a travaillé ensemble sur les équipes du Québec. Un été fantastique sur la relève. Oui, c'était tout un été. Et à partir de là, en fait, nos communications, dès là, on parlait beaucoup d'entraide entre entraîneurs, puis de discussions qu'on pouvait avoir, puis qu'on pouvait faire progresser chacun de nos équipes en s'aidant entre nous autres, les entraîneurs. Fait que pour moi, c'était sûr qu'il fallait que je reçoive Danick à l'émission Discussion entre coach. Danick, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, puis surtout le projet que tu as parti à Montréal, en fait, là, c'est les cégeps de Montréal, en fait, qui participent au départ mais qui travaille sur l'entraide entre nous autres. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu avant de commencer le tout. Premièrement, merci. Ce genre de plateforme-là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi, ça m'interpelle beaucoup. Quand j'ai entendu que tu faisais ce genre de projet, j'ai pas hésité à prendre le téléphone et t'appeler pour savoir si tu avais besoin d'aide pour n'importe quoi parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez, puis il n'y a pas assez de leadership dans le volley pour faire ce genre de choses-là, surtout au Québec. Là. Là, tu veux que je parle de moi? Ça fait longtemps que je coach. Je ne dirais pas combien de temps parce que va falloir que je dise mon âge, mais ça fait. J'ai commencé il y a très, très longtemps. Je ne suis pas un gars de volley à la base. Je n'ai jamais joué dans une équipe compétitive de volley. Je faisais beaucoup de ski. J'étais dans l'équipe de ski au cégep. Puis le volley est venu à l'université quand j'étais en éducation physique. Puis comme beaucoup de monde au Québec, Charles Cardinal m'a influencé beaucoup à devenir coach de volley et Jean-Pierre Chancy, c'est les deux personnes que j'ai eues dans mes cours de volley à l'université dans mon bac. Puis quand j'ai commencé à coacher, plusieurs années après, je me suis rendu compte que j'ai toujours aimé le volley. Là. Au cégep, j'ai appris le volley dans mes cours. Puis je me suis rappelé, puis c'est bizarre, je m'en rappelais pas. Je me suis rappelé que j'avais fait du mini-volley le vendredi soir quand j'étais en genre 5e, 6e année là, à Laval. Là. Puis on dirait que ça m'est revenu. Je disais, hey, OK, c'est vrai, j'ai déjà fait ça. J'avais déjà fait du volley. C'était probablement la seule volley organisée que j'avais fait. Puis après ça, j'ai embarqué dans du beach, puis j'ai joué beaucoup, beaucoup beach. Là, mais à la base, je n'étais pas un gars de volley comme beaucoup de coachs, dans le fond. Là. Souvent, ils ne sont pas des gars de volley. Puis tu dis la petite chose que j'ai partie de Coupe de Montréal, là, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais je peux peut-être en parler un petit peu juste sur c'est quoi, parce que tu as effleuré le sujet, puis souvent, beaucoup de monde qui nous ont parlé de ça, ou ils en parlent, mais ils n'osent pas poser de questions, c'est quoi exactement, là? Oui, ça a l'air d'une bébite de 4 gars qui veulent promouvoir une région, là, mais à la base, c'est pas ça. C'est vraiment partie de discussion qu'on avait entre coachs de comment est-ce qu'on peut s'aider, comment est-ce qu'on, tu sais, dans ce temps-là aussi, il y avait la question du ballon. Là, on jouait avec deux ballons différents collégial. Euh, les cégeps coupaient un petit peu, puis on voulait se faire des matchs significatifs, puis s'entraider. Moi, j'ai toujours cru à c'est mieux de, mettons, avoir un adversaire, de jouer puis de servir de son adversaire pour s'améliorer que de cacher tout ça pour essayer d'avoir un edge à un moment donné dans un match d'une saison qui compte pour quelque chose. Là. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Puis le gros bout de, mettons, de cette chose-là de Coupe de Montréal, oui, quand on se fait des matchs hors concours, qu'on se fait un genre de petit mini-championnat, là, il y a tout le monde qui pense qu'on se fait un championnat parallèle, là, mais c'est vraiment juste pour un enjeu pour que les filles vivent des moments un peu plus stressants qu'un match pré-saison que ça veut absolument rien dire. Là, quand on fait un match pré-saison dans une école secondaire où il y a 200 personnes dans la foule, on travaille d'autre chose que juste du volume de ballon à frapper des balles. Il y a un petit stress qui embarque pour des premières années, que c'est leur première fois dans un collégial D1, puis qui arrivent d'un match pré-saison au mois de septembre, puis il y a 200 personnes dans la foule. Là, c'est ça. On travaille quelque chose. Là. On travaille quelque chose de différent. Mais au-delà de ça, on a, après ça, parti un tournoi jeunesse. Mais toutes ces choses-là, ça part de s'aider. Puis la prémisse de base, c'est mettre les meilleurs ensemble, s'entraîner contre les meilleurs. Puis les projets qu'on a fait de mettre toutes nos deuxième, troisième années ensemble pour faire mettons, la Coupe Québec, toutes nos premières années qu'on a faites quelques années, prendre je pense pas que ça n'avait vraiment jamais été fait, prendre 4 cégeps, prendre toutes les premières années, les faire s'entraîner ensemble pour aller faire un tournoi mettons, aux États-Unis. C'est des moments où ce que ces filles-là progressent comme
d'une façon différente avec des filles qui c'était leur adversaire, mais là, c'est rendu comme un peu des amis aussi. Ça crée une dynamique vraiment, vraiment le fun pour une région. Puis le but, c'était de travailler, pas en silo, mais en travaillant ensemble. Puis on a le fait Montréal, ça a des fois des désavantages pour le trafic et tout, mais ça fait que on a un gros bassin de population de joueurs de volleyball, puis on est à 30 minutes de voiture d'un de l'autre. C'est facile de faire quelque chose, un point central, tout le monde vient s'entraîner, puis c'est vraiment un coût minime. Puis ça a été ça un peu au début, là, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut faire des choses qu'on s'entraide, qu'on travaille ensemble, ça ne coûte pas super cher, puis on n'est pas en train de faire un camp avec l'hébergement, puis tout, puis tout. Fait que oui, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est parti de l'entraide, puis de mettre les meilleurs avec les meilleurs pour s'entraîner. Fait que c'est un petit peu pas mon patois, mais depuis quelques années, là, j'ai fait beaucoup de choses dans le volley, mais les dernières années, puis même dans notre club à l'interne, on essaye vraiment de faire quelque chose, mettre tout le monde ensemble, puis pas nivelé par le bas. C'est pas nivelé par le bas par une catégorie d'âge ou par une chose géographique ou on met le monde ensemble pour s'entraîner. Puis souvent dans notre gym, on va avoir des filles de 14, 15, 16, 17 qui font un entraînement commun dans notre club. Là. Puis il n'y a aucune limitation. C'est pas parce que tu as 15 ans que tu peux pas t'entraîner avec une fille de 17 ans. C'est sûr que ça prend des aptitudes de base, puis il faut mettre les bonnes personnes ensemble, là, mais on peut pas. Trop souvent, je trouve au Québec, on a limité ça par les groupes d'âge, puis tout, puis tout. Entièrement d'accord avec toi. C'est un peu le modèle français, puis on voit qu'une fille de 15-16 ans peut jouer pro. Fait que si elle est capable de jouer avec des femmes de 25 à 30, 36 ans, j'imagine qu'au Québec, on est capable de faire la même chose. Puis, moi, écoute, dans le projet, ce que j'aime le plus, puis on va finir là-dessus, je pense, Ouais, avec on ton était pas dernier supposé parler de commentaire. ça, je pense. Ouais. Je pense que c'est la communication de coach. Moi, je suis rentré dans le programme il y a 4-5 ans maintenant. Puis, tu sais, vous m'avez accueilli à bras ouverts parce que on est capable, en fait, puis je vais m'inclure parce qu'on est capable de discuter entre nous autres, d'échanger. On n'est pas toujours d'accord sur ce que l'autre dit. C'est pas grave, ça fait partie du processus. Puis moi, j'adore ça, en fait. Fait que moi, je te remercie. Regarde, publiquement, ça va rester. Je te remercie publiquement pour ça. Ouais, merci. Fait que là, on va y aller avec notre sujet principal. Je sens que ça va Le, divaguer un peu aujourd'hui, mais en tout cas, c'est pas grave. on va essayer de se concentrer un peu. Le développement de la passeuse aujourd'hui, on s'entend à peu près tout pour dire que la passeuse, c'est un poste névralgique au volley. Puis dans son développement, je pense qu'il y a des étapes qu'il faut voir. Tu es reconnu pour une personne qui forme de bonnes passeuses, en fait, depuis les années. Tu fais autre chose, bien entendu, mais je pense que c'est un skill que tu fais bien. Puis j'aimerais savoir avec toi, en fait, pour commencer, euh, le rôle d'une passeuse pour toi, c'est quoi? Euh, une passeuse, c'est un peu comme l'équivalent du corps arrière au football. Là. C'est quelqu'un qui va. C'est la seule personne au volley qui touche. Ben, que tu veux qu'il touche à chaque échange de contact. C'est pas tout le temps la vérité. Mais donc, moi, c'est parti. Je dis que tout le monde dit tu formes beaucoup de passeurs, des choses comme ça. C'est parti vraiment au secondaire. Je coachais dans une équipe à l'extérieur de Sacré-Cœur, pour pas le nommer. On avait 2 fois 1h30, 2 heures par semaine. Puis on jouait contre des programmes comme Collège Saint-Sacrement puis les Libellules de Joliette, là, qui avaient énormément d'heures d'entraînement. Fait que j'ai toujours cherché à maximiser un petit peu le temps d'entraînement puis qu'est-ce que je pouvais faire. Puis c'est sûr que pour améliorer son équipe de façon drastique, si j'étais capable d'avoir une petite demi-heure, une petite heure avec les passeurs pour juste travailler les choses pour qu'ils s'améliorent, je voyais vraiment un impact sur mon équipe, que ça améliorait mon équipe. Fait que à la base, c'était peut-être juste parce que je voulais gagner comme tous les autres coachs un peu plus, puis j'essayais de trouver comment le faire avec mon équipe, puis mon temps, puis mes limitations. Mais je me suis aperçu assez vite que c'est une position très technique que tu peux facilement l'entraîner à part des autres. Puis c'est pour ça que je dis un petit peu parallèle avec le corps arrière. Au football, il lance les ballons, c'est lui qui distribue, c'est lui qui gère un petit peu toute l'offensive. C'est un petit peu la même chose avec un passeur. À part que corps arrière au football, c'est pas mal le spotlight est sur toi, c'est toi la vedette, c'est comme cool d'être corps arrière. Au secondaire, c'est pas vraiment la même chose pour une passeuse. Puis ça prend des qualités un petit peu différentes juste sur le fait d'être un petit peu moins
flashy, puis un petit peu, tu peux pas prendre vraiment le crédit. Quand ça va bien, c'est l'attaquant qui est bon, puis quand ça va pas bien, ben, c'est souvent la passeuse qui fait pas la job. Contrairement au corps arrière, tu as le spotlight sur toi, tout dépend de toi. Fait que, c'est un petit peu différent, mais ça reste que c'est une position qui peut être entraînée un petit peu différent. Au football, tu as tout le temps les corps arrière qui ont leur coach de corps arrière. Ouais. Il y a 80 coachs dans une équipe de football, là, mais il y a un coach juste pour cette position-là. Fait que, c'est la position qui peut changer quelque chose dans une équipe de volleyball sans rien enlever aux autres. Puis c'est sûr que ça prend tout le monde parce que le volley, c'est probablement le sport le plus d'équipe qui existe. Après ça, ben, l'autre chose différente un petit peu que moi je vois, c'est que le passeur, puis même ça, dans d'autres sports, j'ai assez de penser à ça, mais je ne suis pas allé assez loin dans ma pensée, mais c'est un des rares athlètes qui peut vraiment jouer avec les temps. Un carrière, il va lancer, il va avoir différentes choses. D'autres sports, j'imagine qu'un lanceur au baseball peut changer un petit peu ses trajectoires de balle puis jouer avec ça, mais un passeur au volleyball peut vraiment contrôler le temps. C'est beaucoup de ça que je parle avec mes passeuses. C'est pas juste de la pression, tout ça, mais tu peux vraiment euh, contrôler excusez l'anglicisme, le pace puis la vitesse du jeu. Tu peux ralentir, tu peux accélérer, tu peux faire plein de choses. Puis il n'y a pas grand position ou sport qu'un athlète peut faire ça. Fait que c'est quand même un côté important. Puis en fait, dans les fondamentaux de la passeuse, là, tu commences à d'en jaser un peu. Est-ce que tu peux me donner quelques points techniques pour un peu c'est sûr qu'on parlera peut-être pas des mains en triangle, Ouais, mais tu sais, ben des c'est ça. Je points pour ne veux toi. pas commencer à faire des démos dans mon bureau ici, là, mais puis commencer à mimer des choses qu'il faut faire. Euh, tu sais, des points techniques, des phrases précis, au pire, je donnerai des cues ou des places où aller vérifier. Puis avec la technologie, on peut tellement voir de vidéos et tout. Mais il y a un ami qui était coach de volley aussi dans le temps. Je parlais avec lui. On étudiait ensemble brièvement en maîtrise à l'Université de Montréal. Nicolas Dorval, ça m'a toujours resté dans la tête. Il parlait de la passeuse, puis il me disait il y a 3 affaires pour une passeuse. Il y a les mains, il y a la vitesse qui inclut tout le déplacement, puis il y a la tête. Euh, Ces 3 choses-là, ces 3 affaires comme de base que souvent je vais revenir à pour faire mes exercices, etc. Puis je vais me concentrer sur différents aspects. Euh, Malheureusement, souvent au secondaire, le déterminant quand on choisit une passeuse, on va se fier beaucoup à les mains. Regarde, là, cette fille-là, elle est mains incroyable, ils vont la mettre passeuse. Quand c'est probablement la dernière chose qu'il faut que tu regardes chez une passeuse, c'est ses mains. Ben, je parle pas d'une sélection de l'équipe nationale, mais je parle dans un choix, mettons, au secondaire, j'ai passé par là, j'ai coaché de nombreuses années. Puis c'est, personne ne veut être vraiment la passeuse, tout le monde veut attaquer parce qu'ils viennent d'apprendre à attaquer. Après ça, c'est OK, je mets-tu elle, je mets-tu Mel, qui que je forme à la passe, c'est sûr que plus qu'on en forme, mieux c'est parce qu'il faut faire un petit peu de tout. Mais souvent, le réflexe, c'est elle fait des belles touches, je vais la mettre là. Fait que c'est la chose qui est la plus facilement travaillable en entraînement des mains. Fait que, si elle n'a pas des belles mains, tu vas être capable de l'améliorer. Le côté rapidité, il y a plein de choses qu'on peut faire dans des déplacements, des jeux de pied, des choses comme ça, mais il y a quand même une composante physique, qualité athlétique qui vient de base que tu as une certaine vitesse. Puis la tête, ben ça, c'est une autre chose encore plus compliquée à travailler. Oui, il y a de la vision, oui, c'est une fille qui est capable de prendre la pression, qui est capable là, je dis fille parce que je m'excuse, je coach en féminin depuis tellement longtemps, là, mais l'athlète, es-tu capable de bien gérer les choses? Puis au-delà de ça, est-ce que c'est une personne qui est capable de travailler dans l'ombre? Est-ce qu'elle est capable d'être tout le temps le tampon entre, mettons, la réception, l'attaquant? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de travailler de façon comme non égoïste, je fais la job, puis OK, non, c'est correct, je vais te placer un peu plus la passe, ou est capable de vivre avec moins de crédit, mettons. C'est souvent les attaquants qui vont être flashy. La passeuse, elle a fait sa job un petit peu dans l'ombre, puis ça prend souvent ce côté-là. Puis l'autre côté, ben, ça prend aussi une tête ou une personnalité qui est capable de mettre beaucoup de temps, puis d'avoir un défi de s'améliorer constamment. Parce que c'est une position qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects de différents côtés. Puis, si la personne n'est pas prête à investir du temps,
Souvent, t'es mieux d'avoir la fille qui est vraiment motivée, qui est prête à faire plein de choses avec peut-être des qualités, mettons, pas les plus belles mains au monde, que quelqu'un qui fait des super belles touches, mais qui n'a pas vraiment le goût de prendre ce rôle-là. Parce que ça prend un leader, mais c'est pas nécessairement rah avec des pompons, là, mais ça prend quelqu'un qui est capable de, par l'exemple ou par sa façon de se comporter, être quand même un leader dans l'équipe. Est-ce que, ben là, tu nous parlais de 3 bases pour toi, là, la tête, les mains, puis la rapidité. E Est-ce que tu peux nous donner des exemples en gym, au cégep, quand tu travailles avec tes passeuses, d'un des points que tu travailles, puis comment un peu tu le fais, rapidement, là? Tu sais, peut-être un exercice ou 2 que tu peux nous expliquer pour travailler, le type que tu vas choisir? Ben, je peux parler un petit peu de si à la base, on a choisi le bon athlète, point de vue tête, motivation, etc., puis capable d'une personne qui va mettre du temps puis qui est enjouée et motivée par le défi de taille. D'ailleurs, souvent avec les passeurs, je leur fais pas signer un contrat, mais je leur dis j'espère que tu sais dans quoi tu t'embarques parce que si c'est ça que tu veux faire. Puis je me rappelle, j'avais eu cette discussion-là avec genre une des premières passeurs que j'ai formées au secondaire, en secondaire 3. Ah, j'aimerais ça être passé. C'est sûr, tu sais, comme on va le faire. On va faire de l'individuel, on va faire d'autres choses, mais il faut que tu t'attendes à ce que je sois sur ton dos tout le temps. T'sais. Puis dans mon gym encore aujourd'hui, c'est souvent comme ça. Là, je vais le dire ouvertement que passeurs, c'est mes personnes préférées à chialer. Là. J'adore chialer avec les passeuses parce que ça fait partie de leur contrat que je vais pas les lâcher puis je vais mettre beaucoup de temps sur eux autres. Là. Mais pour revenir à à nos choses de base, tout ce qui est les mains, mettons qu'on en a à égal. Moi, je vais mettre beaucoup de temps mettons, en entraînement à jeux de pied, déplacement pour avoir essayer de cadrer quelque chose de base. Ça, j'en parlerai un petit peu après. Là. Puis puis tout ce qui est les mains, puis de travailler des choses au mur, ben oui, je peux en faire une partie, mais je vais en demander beaucoup aux passeurs qui en fassent individuellement. Souvent, ben, ils ont un ballon pesant, un ballon, ils vont travailler, ils vont faire des touches. Souvent, je vais leur demander OK, vous avez X nombre de contacts de balles à faire en dehors des entraînements. Fait qu'ils font ça par eux autres mêmes. Ils arrivent 5 minutes avant l'entraînement, ils font des touches au mur. De ça, j'essaie aussi de leur donner une partie de responsabilité que je n'ai pas besoin d'être à côté d'eux autres pour qu'ils fassent des touches au mur. Je travaille beaucoup, 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 beaucoup avec le mur parce que c'est un volume accéléré. La balle te revient tout le temps, tu es capable de travailler des choses. C'est sûr qu'on a des cues, on a des points techniques qu'on va travailler pour, mettons, pour les mains. Même chose pour les déplacements. Mais comme le plus important, c'est qu'il y ait une autonomie, une responsabilité de vouloir s'améliorer dans ça. Puis que tu es capable de leur donner des choses qu'ils font par eux autres mêmes. Là, je suis en train de divaguer encore une fois. Pour les exercices, c'est plus dur de donner des exercices précis. Et les exercices classiques, on danse des balles, on a des choses, on travaille des déplacements. Je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup diriger mes entraînements puis mes exercices, surtout quand je fais de l'individuel avec le passeur, parce que c'est quelque chose que depuis le jour 1 que j'ai décidé de mettre du temps sur cette position-là. Oui, il y a tout ce qu'on fait en entraînement, mais j'ai minimalement une séance par semaine, juste moi avec les passeurs. On va faire de la répétition beaucoup. Il y en a que c'est vraiment des choses plus dirigées, puis il y en a que c'est vraiment du volume là, en tant que tel, où on va aller chercher plus un feeling que des points techniques précis. Mais c'est dur de donner des exercices parce que, comme je dis, ça va tout le temps être basé sur qu'est-ce que je veux que la passeuse fasse ou qu'est-ce que je veux qu'elle développe ou qu'est-ce que je veux qu'elle retrouve comme feeling. Puis, j'ai jamais vraiment enseigné ou dirigé une passeuse de la même façon. Ça va être vraiment, vraiment beaucoup individuel. Une passeuse, il faut qu'ils trouvent leur façon de passer. Je ne sais pas si ça se dit. Là. C'est pas vrai que tu vas regarder des vidéos d'une passeuse NCA, Lauren Carlini, puis dire ah, ben, gars, je vais lui montrer ça, moi, je veux qu'elle fasse ça. Il y a trop de composantes physiques, morphologie différente, comment je peux dire, qualité athlétique différente, de choses qui vont différencier d'une personne à l'autre. J'ai coaché des passeuses qui étaient 5 et 4 avec un certain gabarit, une certaine vitesse, des choses, puis une autre fille qui est 5 et 11 6 pieds.
C'est pas la même chose, puis on peut pas demander à chaque passeuse de faire la même chose. Encore là, je parle au féminin, mais je m'excuse parce que je coach tout le temps des filles. Je donne souvent l'analogie, il faut qu'ils essaient de construire comme leur maison, puis leur maison n'a pas besoin d'être pareille pour tout le monde, mais il faut qu'elle soit efficace dans ce qu'ils vont construire. Il faut que ça soit solide, puis il y a une fondation à toute maison qu'il faut que ce soit super solide. Après ça, qu'est-ce que tu décides de construire qui va sortir de la terre? Ça peut être différent, ça peut être super flashy, ça peut être original, ça peut être super classique, mais il faut que qu'est-ce que tu as en dessous tienne tout. C'est une fondation solide, puis qui va te permettre après ça d'évoluer dans différentes directions. Si je vais travailler avec une passeuse au niveau première année versus une troisième année, je vais travailler les choses. Je travaille tout le temps des choses comme pour le présent, ça veut dire vraiment de base, de précision, de standardiser un petit peu la façon de passer. Puis en parallèle, on travaille des skills, mais ça, j'appelle ça sur ma fondation pour pouvoir construire d'autres choses. Ça va peut-être être tourner sur un pied, en passer en suspension. Je vais vraiment travailler plein de skills, mais il faut qu'il soit capable de différencier les deux, que tu ne peux pas demain matin te mettre à faire tout, puis mettre la précision de côté pour pouvoir essayer de progresser. Parce que tous les athlètes qu'on a, ils ont malheureusement, heureusement et malheureusement, en même temps une saison. Un passeur, il veut être capable de produire, de jouer dans le moment présent, puis il veut continuer à se développer. Fait que c'est souvent comme un petit peu la dualité qu'on a. On va travailler les choses pour vraiment améliorer la base, puis cadrer tout ça, puis on va continuer à travailler des choses, peut-être qui n'est pas dans son style de maison qu'elle veut construire, mais que c'est important de faire. Là, il faudrait que je donne des exemples, ça soit plus fait. Écoute, j'ai un exemple que je pense que c'est avec toi qu'on a fait ça en 2015 encore. On parlait d'un exercice, puis je te voyais travailler avec les passeuses au mur, puis tu travailles souvent avec deux murs, avec le mur de face puis le mur de côté. Et moi, il me semble qu'on avait dit, on disait, hey, ça serait le fun d'avoir un mur aussi à gauche puis un mur en arrière. Ouais, un genre de cage. Une genre de cage. Mais écoute, moi, j'ai déjà essayé à l'Université de Sherbrooke parce qu'on avait la possibilité de l'avoir. C'est fantastique. Mais déjà, travailler sur deux murs, puis ça, c'est un exercice que je t'avais vu faire. Pour moi, on travaillait plusieurs points techniques différents et de vitesse aussi avec les passeuses parce qu'il faut qu'ils rotationnent aussi pour aller chercher le mur d'à côté. Ça, c'est un exercice, c'est ça, comme je te dis, que j'avais vu. J'imagine que tu le fais encore. Puis, rapidement, est-ce que tu peux nous dire à quoi toi il te sert? Ben, tu sais, je vais travailler. La grosse base que je travaille avec des passeurs, ça va être, puis je l'utilise avec des passeurs plus jeunes. Là. Tu sais, je donne tout le temps l'analogie du canon. Là. Tu vas déplacer, puis oui, des fois, je vais être super directif. C'est ton pied. Je me trompe tout le temps en plus quand je le dis. Ton pied gauche qui sort du filet en premier, tu te places square avec la cible, puis là, tu as un canon, puis tu orientes ton canon. Puis après ça, tu tires ton canon. C'est pas mal plus facile d'être précis quand tout est placé, puis tu tires un canon, que tu essaies de tirer un canon pendant que tu bouges. T'sais. Fait que, tu sais, je donne souvent cette analogie-là. Ça, je veux le solidifier. Puis là, je vais déraper encore, puis je vais revenir à ton affaire de deux murs. Mais mettons, si je prends un exemple, Kim Robitaille, qui maintenant qui s'est rendu sur l'équipe nationale puis qui joue pro, a commencé à passer au cégep. T'sais, avant ça, elle avait une bonne fondation. Elle était une fille qui était rapide, puis elle était capable de faire plein de choses sur un terrain, mais elle jouait au centre, elle jouait un petit peu partout. Puis on a commencé à travailler à passe comme l'été avant de rentrer au cégep. Puis elle, toute sa première année, je l'interdisais de tourner pour passer. C'était hyper facile pour elle, tu sais, du right foot spin, comme qu'elle appelle, là, puis tourner. Puis c'était une image de passeuse vraiment haut niveau, mais elle débutait, elle n'était pas précise, puis il fallait qu'elle fasse la base. Je l'interdisais presque de faire ça. Parce que je savais qu'à un moment donné, je pouvais juste ouvrir la valve puis ça allait partir. Mais il fallait que je sois capable de cadrer quelque chose de très, très, très précis au début. J'avais de l'air d'être en train de la faire régresser, en parenthèse, mais j'étais juste en train de trouver une base où ce que dans une. Tu peux être flashé comme passeuse, mais il faut que tu sois capable à la base d'être placé, envoyer la balle la plus précise possible à ton attaquant puis le faire produire. À partir de là, après ça, tu peux construire, faire plein de choses. Ça va pas tout le temps bien dans un match de volley, donc il faut que tu sois capable de dire OK, là, je reviens, je vais juste être précis. Je vais laisser faire le flash, je vais être précis, remettre mon équipe dedans. Puis après ça, tu peux essayer de feinter les bloqueurs, tourner, faire tout ce que tu as à faire. Fait que, dans le fond, on était juste en train de mettre une base, puis à un moment donné, on a ouvert
la valve, puis là, tout a bien parti par après. Pour revenir à mon, mon affaire de deux murs, Ouais. mais c'est beaucoup ça. Je travaille beaucoup, très, très directif, très technique. Puis même à la limite trop, mais je m'arrange tout le temps pour que les athlètes sachent pourquoi, puis qu'ils comprennent ça, on fait ça à cause de ça. C'est vraiment un one-on-one, c'est pas très coach, c'est coach athlète, mais je veux vraiment qu'ils travaillent. On a tout le temps un groupe de 2-3 passeuses, puis entre eux autres, ils Ils se s'aident beaucoup. corrigent. Ouais. Mais c'est vraiment de comprendre pourquoi. Mais je vais peut-être être très directif dans non, il faut que ton pied là. Ah non, ton pied était trop en arrière, mets-les plus en avant. Mais c'est tout le temps les points très, très directifs. C'est tout le temps dans la recherche d'un feeling puis d'une fluidité de mouvement. Puis quand on va travailler au mur, on va faire de ça beaucoup. Puis tout ce qui est deux murs, pour revenir à ta question, c'est vraiment pour tout ce qu'on veut travailler de feeling, de tourner, d'avoir une balle qui vient d'un endroit puis qu'elle finit à un autre endroit. Puis avec ça, on peut rajouter des sauts, passe avant, arrière, on peut. Encore là, c'est vraiment une façon. Les puristes vont dire que c'est pas un environnement vrai de voler, c'est pas comme dans la vraie vie, il faut travailler le geste au complet. Oui, tout ça, mais le plus important pour moi, souvent, c'est que l'athlète ressente un feeling de c'est quoi, une fluidité de mouvement, additionner les forces dans son corps pour les soustraire. Des fois, on se bat avec nous-mêmes, avec nos forces dans notre corps, puis il faut être capable de mettre tout ça ensemble pour en faire une trajectoire. Puis ça me permet juste de le faire plus vite. Puis ça vient peut-être encore de moi au secondaire qui manquait de temps, là, que je n'avais pas un sport-études puis que je voulais que les athlètes progressent. On est capable de faire une plus grande répétition, très technique, pour aller chercher un feeling. Puis, mettons, le coin de mur, comme souvent on envoie les passeurs au coin, ben, c'est pour travailler un petit peu le spin, puis sur un pied, deux pieds, en sautant, tourner, puis chercher une cible. Quand tu envoies la balle sur le mur en face de toi en tournant, si tu ne vas pas envoyer droite, tu seras prêt à faire un autre contact après, elle va partir à droite-gauche. Fait que là, si tu es capable de tourner, faire un contact au mur, puis continuer à faire tes contacts, généralement, tu as une semi-précision peut-être. Il faut que tu gères la force pour pas qu'elle aille trop haut, il faut que tu gères un petit peu ton angle de pousser. Fait que ça va chercher ça. Mais on le travaille tout le temps dans un but d'avoir un feeling. Puis c'est un petit peu comme ça qu'on travaille. T'sais, l'individuel, on en fait beaucoup. Pour de la recherche de feeling, oui, mais de fluidité de mouvement. Puis aussitôt que l'athlète l'a trouvé, bien après ça, tout ce qu'on fait en entraînement collectif, choses comme ça, je vais rarement arrêter un drill pour leur corriger les choses techniques. Si c'est pour corriger les choses techniques, ça va être pour un cue pour essayer de retrouver le feeling qu'ils ont quand ils passaient. Puis, on le voit avec des passeurs, des fois, c'est un déclic. J'ai des passeuses que j'ai coachées dans les dernières années que je suis capable de dire exactement l'heure, la journée précise, où ce qu'il y a eu un certain déclic, où ce que là, par la suite, je ne dis pas qu'à par la suite, ils le faisaient 100% du temps, mais ils ont compris un petit peu là, leur fluidité de mouvement, leur feeling de passeuse, puis ils ont trouvé leur type de maison. Il y en a une que je pense que tu as travaillé avec cette année, Audrey Trottier. On est capable, si tu lui demandes, elle va, je ne sais pas si ça se rappelle la date, mais elle va te dire un entraînement avant ça, on dirait qu'il y a quelque chose qui a décliqué, puis qui a débloqué, puis après ça, ben, elle essaie de reproduire puis d'avoir ce feeling-là le plus souvent possible. Oui, elle le fait encore. Elle le fait encore. Ouais. Mais tu sais, c'est des petites choses comme ça. Puis il y en a d'autres, ça prend plus de temps, puis il y en a d'autres, c'est un long chemin sinueux qui trouvent leur façon, puis ils trouvent quel genre de maison qu'ils veulent avoir. Qu'est-ce qu'ils veulent être comme passeurs. Puis ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire d'autres choses. C'est que présentement, c'est ça ma maison. Peut-être que je vais être capable de rajouter une belle pièce à côté pour plus tard, quand je vais être rendu à l'université, tout ça. Puis la fondation va être là, les skills, on va les avoir travaillés, tout ce qui est en dessous va être capable de tenir cette nouvelle pièce-là. Mais ça reste qu'il faut qu'il soit... on ne peut pas se garrocher partout puis dire, je vais faire avec... Trop souvent, je vois des coachs dire, regarde, c'est ça qu'ils font sur l'équipe nationale avec tel passeur, j'essaie de reproduire. J'ai jamais essayé. Oui, je vais leur montrer ces skills-là, mais je ne vais jamais les imposer à faire quelque chose. Là, il y a des passeurs que j'ai coachés qui sont en train de me dire qu'ils m'ont parlé live pour leur dire que c'est pas vrai. Mais Ils vont avoir des commentaires. Ouais, c'est ça. Je vais souvent leur imposer de faire des choses, mais j'ai tout le temps un autre motif en arrière de la tête, c'est tout le temps de les sortir de quelque chose ou de les amener vers quelque chose d'autre ou retrouver un feeling, une chaîne de mouvement, une fluidité de mouvement. Comme, mettons, avec Kim, que je lui interdisais, mettons, de tourner. C'était
pas parce que je trouve que c'est pas bon, puis que je veux pas qu'elle fasse ça, puis que je pense que cette fille-là, il faut qu'elle soit une passeuse super conservatrice, tout le temps bien orientée vers la cible, puis faire ça. C'est juste que à ce moment-là, il fallait aller trouver quelque chose d'autre. Tu disais tantôt que tes passeuses travaillaient ensemble, en fait, qui se donnent les cues. Ta passeuse première année qui rentre dans le gym versus ta passeuse troisième année, j'imagine qu'il y a des choses qui changent entre les deux. Est-ce que Euh, tu parles le même langage rapidement avec les deux? Est-ce que tu essaies d'intégrer c'est ça, les choses rapidement ou il y a quand même ben, tu as quand même sûrement un plan en fait, mais est-ce qu'il est long, lent? Peux-tu nous en parler un petit peu? euh, je dirais, j'ai la chance de travailler avec. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de passeuses. Et comme je dis, c'est un peu un concours de circonstances. J'ai commencé à travailler avec les passeuses parce que je voulais assez ça. Puis j'ai eu la chance aussi d'avoir des athlètes qui sont passés par mon programme, comme Kim, qui se sont rendus loin. Fait que là, après ça, ça fait elle a été bonne là, je vais aller là. Fait qu'à un moment donné, je me ramasse avec tout le temps eu beaucoup de passeuses dans mon programme. Fait que quand tu as une première, une deuxième, une troisième année ou tu as tout le temps une plus jeune, une plus vieille, ben, il y a une partie qui se fait de soi-même que je n'ai pas besoin d'imposer. Comme cette année, on avait une troisième année, on avait 2 premières années. Quand ils regardaient l'autre dans les entraînements individuels, qui regardaient, mettons, Charlotte faire les choses, aïe, aïe, OK, wow, OK. Ils voient des choses, la terminologie vient de seule parce que je parle de choses tout le temps, puis là, il y a des fois, ils ne comprennent pas. Comme je dis, le plus important, c'est de l'expliquer et que la tête comprenne pourquoi tu fais ça. Si je te fais mettre ton pied droit en avant, mais il y a une raison derrière ça, puis je vais prendre le temps de l'expliquer. Puis, puis je dis à l'athlète, si je te demande de mettre, mettons, ton pied droit en avant ou quelque chose, là, je ne dis pas qu'il faut mettre ton pied droit en avant quand tu passes, là, c'est un exemple. Euh, Si tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, lève la main et demande-moi. Puis si je ne suis pas capable de te l'expliquer, il y a un problème. Il faut vraiment qu'on soit capable que l'athlète comprenne exactement ce qu'on veut qu'on fasse. Puis, tu sais, ça vient de ça. La première année, oui, elle rentre dans un moule, mais j'ai la chance d'avoir une roue qui tourne, puis l'athlète qui rentre dans une roue, ben, elle embarque puis elle court avec les autres. Puis ça, c'est sûr que ça aide beaucoup. Là. Ça, je suis comme un peu choyé. Puis la façon qu'on travaille, ben, nous autres, à Lionel Groux, oui, j'ai des individuels avec les passeuses, mais j'ai tout le temps 2 terrains quand j'ai mes entraînements collectifs. Donc, on travaille on est souvent sur 2 terrains. Puis, je vais souvent au moins 30 minutes minimum par pratique séparer les groupes sur 2 terrains. Souvent, ça va être joueur de centre, joueur d'aile ou ça dépend des drills que je veux faire, mais quand les passeurs sont concernés, bien, ils vont travailler peut-être pendant 30 minutes seulement avec des joueurs d'aile, différentes choses. Donc, on peut vraiment travailler un petit peu plus, encore mettre l'emphase sur le passeur dans ces moments-là, plutôt que dans un collectif où on corrige plein de choses. Oui, la relation entre les deux, là, mais puis s'ils travaillent juste avec des joueurs de centre, bien, ils peuvent essayer de travailler les choses. Puis dans ces moments-là, oui, on va parler de certains points techniques, mais c'est vraiment de retrouver le feeling qu'on a fait en individuel, au mur, ou ces choses-là, puis l'intégrer dans une continuité, puis dans un match de volleyball. C'est ça, à un moment donné, le plus dur, c'est de passer de qu'est-ce que tu ressens, puis tu es capable de faire en entraînement, de le mettre Un dans une match. situation de match stressant en plus à 24-24. D'ailleurs, ben, rendu là, en situation de match, quand tu pratiques cette situation de match-là, ou même dans un match, les feedbacks que tu as dans la passeuse, ça ressemble à quoi? Ben encore là, c'est un petit peu c'est évolutif parce que entre une passeuse première année puis une troisième année, je ne vais pas le dire la même chose. Entre mois d'août puis mois de décembre puis au provincial, je ne vais pas dire la même chose. Ça passe beaucoup, beaucoup de traits directifs à je les laisse aller. Très technique à tactique. Puis ça, c'est vraiment toi qui établis ton plan en début de saison ou de savoir un petit peu qu'est-ce que tu veux faire. Je vais Je vais peut-être parler dans un match pré-saison, justement, Coupe de Montréal contre André Laurando. Je vais peut-être être très, très directif. Je vais dire, hey, attention, je vais leur donner beaucoup d'informations techniques. Même à la limite, ça nuit à leur jeu. Mais par la suite, on va peut-être plus tomber sur des cues, genre, ça peut être n'importe quoi, mais c'est juste pour retrouver un feeling, retrouver une fluidité, retrouver ses repères. Puis ça va être pour le côté technique. Puis je les laisse faire. Puis si elle ne le fait pas comme il faut, elle ne le fait pas comme il faut en fin d'année.
Tout ce qui est tactique, ben, ça va être la même chose, un petit peu plus directif au début. Je vais essayer d'utiliser plus tel attaquant, essayer d'aller plus dans ces patterns-là. Il y a des plans de match établis. À part avec son plan de match, on se redonne des cues pendant la game, puis on fait un retour après. Je fais tout le temps un retour avec juste ma passeuse ou mes passeuses. Je vais dire mes passeuses parce que j'essaie tout le temps de parler à tout le monde, même si dans les faits, ce n'est pas tout le temps vrai. Là. À la fin du match, pour savoir comment ça a été, c'est quoi a été ton feeling, comment techniquement, quand tu bien été, tes trajectoires étaient correctes, comme vraiment un feeling complet. Puis après ça, le côté tactique. Est-ce que ce qu'on avait dit qu'on voulait faire, tu l'as fait comme il faut? Tes ratios étaient-tu bons? T'as-tu utilisé plus, pas assez le centre en début de set? On va tout se jaser de ça après le match. Mais ça, c'est une façon de moins l'achaler pendant le match, juste se redonner des cues, puis après ça, réanalyser le tout. Fait que c'est vraiment, oui, il faut donner des feedbacks, il faut savoir quand, puis qu'est-ce que tu veux atteindre par ça. Tu es en début de saison, tu veux travailler des choses précises, tu vas donner peut-être plus de feedback, mais tu ne peux pas faire ça dans le crunch de la saison, puis à la fin de l'année, dans ton championnat provincial, être en train de dire de placer ses pouces par en arrière ou par en avant ou bouger ces choses-là, c'est pas la même chose. Fait que c'est vraiment quelque chose d'évolutif, puis de directif à, mettons, technique, ça va être très, très précis à des cues pour avoir un feeling, à la laisser faire tout seul, puis tactique, ça va être vraiment très, très directif. Surtout avec une passeuse promenée à comprendre, puis jusqu'à la limite, la passeuse fait le plan de match pour un adversaire, tu le valides avec elle, elle l'exécute ou exécute pas, ou il arrive ce qui arrive dans le match, puis on fait un retour après. Avec du vidéo, ça peut être très bon, surtout, moi, je me prends des notes souvent, des moments, je pense, importants que le passeur a peut-être fait des bons choix ou des mauvais choix. Puis quand dans notre retour, on en parle, puis si après ça, je dis, ben regarde, tu vas peut-être aller voir si elle s'en rappelle pas, souvent, il se rappelle pas. Sur le vidéo, tu devrais regarder le match après, tel moment, que ça a été un moment déterminant, peut-être que tu n'as pas fait les bons choix. Plutôt que dans le temps mort, après, dire, hey, je suis pas sûr que ça, c'est une bonne, puis ça, j'ai appris aussi, je faisais la même chose il y a 10 ans, je te le disais, ouais, mais là, tu passes pas à la bonne place, c'est ça, mais plus ça va, plus il faut que tu sois capable de les laisser faire, surtout dans les moments précis de la saison, puis être capable de le travailler après en rétroaction. L'autre chose que je disais, ben que dans les temps morts, puis ça, je le dis, puis dans les faits, je suis probablement que 50% du temps, je ne le fais pas, ou qu'on ne le fait pas parce qu'il y a tout le temps plein de choses. Mais je dis tout le temps à mes passeurs, si je prends un passeur, je demande à un passeur de venir pour que j'y explique quelque chose, ou dans un temps mort, je vais parler juste à un passeur. L'autre, notre deuxième passeur ou notre troisième passeur, si on en a trois, ils viennent puis ils vont écouter le commentaire que je dis. Souvent, une première année, elle joue moins. Ben, si je suis en train de parler à ma troisième année passe, ben, elle a le droit de venir à côté, écouter. Dans les faits, ça ne se fait pas tout le temps parce que des fois, ils font plein de choses, mais ils ont le droit de, même dans un exercice, je demande à une passeuse de venir, ça ne me dérangerait pas que l'autre partie du terrain à côté vienne courir pour écouter ce que j'ai à dire. Encore là, dans les faits, ça ne se fait pas tout le temps, mais plus on est capable de partager de l'information, plus on y va. Puis souvent, ben, sur le banc, je vais parler à des choses à l'autre passeuse de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Puis dans les temps morts, souvent les passeuses vont jaser entre eux autres. Ah, ça a bien été, ça n'a pas bien été. Puis c'est vraiment, tu sais, autant que je dis, je parlais d'entraide entre les clubs, mais dans une équipe, je trouve que c'est important. Puis encore, je dis, si on part une roue comme ça qui roule puis qui va bien, les passeuses, quand là-dedans, rentrent dans cet engrenage-là, puis ils s'aident beaucoup. On a un groupe de passeuses, puis j'ai encore des passeuses des anciennes, puis des fois, on s'envoie des vidéos là-dedans, puis il y en a qui demandent à d'autres comment ça va. Puis, c'est vraiment un. Il n'y a personne qui sont. Oui, ils ont une compétition parce qu'ils veulent être sur le terrain, mais ils ont en premier lieu une entraide entre eux autres pour s'améliorer tout le monde ensemble. Une saine compétition, en fait. Ouais, j'ai été chanceux d'avoir aussi les personnes qui sont prêts à travailler dans un environnement comme ça. Puis ça revient à les points qu'on parlait. C'est si tu choisis bien ton athlète avec le côté, je dis la tête, là, mais c'est vague, c'est peut-être plus la personnalité, tout ça, bien, ça va être pas mal plus facile de travailler dans un environnement comme ça que si tu as pris celle qui a vraiment des bonnes mains ou qui saute haut ou qui. De plus en plus, cette composante-là de personnalité, d'attitude,
fait une grande, grande différence. T'sais, on a eu des passeuses qui ont passé dans notre programme. Je pense que je voulais le compter avant, avant l'entrevue, mais c'est comme 11 ou 12 passeuses qui ont passé dans notre programme. Là, je pense que ça fait comme 15 ans, 16 ans que je suis avec les Nordiques Alliance Group. Puis il y en a 8 sur 11-12 qui sont allés jouer à l'université. C'est pas parce que j'ai nécessairement pris les meilleurs potentiels ou prospects que tout le monde dit « Wow, ça, cette passeuse-là, elle sort du secondaire, c'est la meilleure. » J'ai des athlètes qui n'auraient pas été recrutés, mais que je connaissais un peu leur mental, leur drive et leur façon de travailler. Là, Jasmine Hull là, qui vient de Mont-Laurier, là, qui était avec le Vert et Or cette année. C'est une fille qui avait eu un volume d'une école scolaire normale à Mont-Laurier, 2 fois 2 heures par semaine, 2 fois 1 heure et demie. Mais cet athlète-là a un mental et une force de vouloir travailler et de s'améliorer en pair. Parce je me rappelle, on était à des Jeux du Québec, puis tout le monde parlait il n'y a personne des coachs de toute la province qui aurait pris elle en premier comme passeuse de toutes les passeuses qu'il y avait aux Jeux du Québec. Je pense que c'était sur la Rive-Sud. Puis moi, j'étais avec mes assistants, j'étais comme, moi, si je prends une passeuse ici, je prends elle, tu sais. Mais ça, personne, tu sais, malheureusement, c'est dur choisir ça, que tu le vois pas vraiment, mais ça montre que le premier déterminant, c'est pas tout le temps celle qui a les plus belles mains ou celle qui saute le plus haut. C'est vraiment une personne avec une personnalité qui est capable de travailler dans cet environnement-là, puis en plus d'avoir les qualités pour être une bonne passeuse, parce qu'elle est capable de faire passer l'équipe avant elle, elle est capable de travailler très fort dans l'ombre pour avoir 0 crédit souvent. Elle va avoir plus souvent le blâme que le crédit. Être une personne qui est capable de dire à l'attaquante hey, je vais te la décoller un petit peu si l'attaquante vient de faire une erreur. Puis, dans le fond, c'était une très belle passe. Puis l'attaquante n'a juste pas fait sa job, mais la passeuse va dire non, c'est correct, je vais te la décoller un peu plus. La prochaine va être plus belle. Puis, elle remet l'attaquante en confiance parce que l'attaquante dit OK, c'est correct, là, ça va bien aller, c'est pas moi. C'est ça, c'est toutes des choses à considérer qui, presque, à moins de connaître bien les athlètes, c'est dur aussi à détecter. Là. Mais c'est quelque chose qui a une pas mal plus grande influence que quelqu'un qui a des belles mains.